Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, retenez que les acteurs de la société civile, à savoir Moukela Halidou du SINASEB, également secrétaire général de la CNT, Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page Niger, vont passer leur 124e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daikena, Walam et Kolo dans la région de Tillabéri. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Aujourd'hui, nous recevons comme invité Dr Elisabeth Chérif, qui est politiste. Avec elle, nous allons parler de la situation sociopolitique qui prévaut actuellement dans notre pays. Mais avant d'arriver à elle, la levée du voile sur l'affaire de détournement au ministère de la Défense a mis à nu une pratique ancrée dans les mœurs politiques de notre pays. Comment faire pour se débarrasser du mal une fois pour toutes? Élément de réponse dans le reportage qui va suivre. Le Niger est un grand pays. Malheureusement, ce qui se passe actuellement dans la gestion des affaires de l'État n'honore pas le pays tant sur le plan national qu'international. En plus d'être régulièrement le dernier pays de la planète en termes d'indice de développement humain, voilà que le Niger, du fait de l'incompétence et de la négligence des autorités, est en train de se construire une image complètement négative qui est celle d'un pays de voleurs. Une sorte de démocratie de voleurs a pris place dans notre merveilleux pays, au point de détruire les uns après les autres les repères moraux. La révélation du détournement de deniers publics au ministère de la Défense est le point culminant du dévoilement du mal qui a étouffé le pays depuis la conférence nationale. La morale est malade dans notre pays au point où le vol de deniers publics est devenu le sport favori des gens nommés pour gérer les plus hautes affaires de l'État. Pendant que tout va de travers dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de la sécurité, on vole dans les caisses de l'État. Et tenez-vous bien, pas en termes de millions, mais en termes de milliards. Pratiquement tous les détournements et toutes les malversations depuis 1993, à la sortie de la conférence nationale, à la suite des travaux réalisés par la commission Crème et Abus, en passant par le régime de la cohabitation, puis le régime de Barré, puis le régime de Wanké, puis le régime de Tanja, etc., etc., toutes les pertes d'argent subies par le Niger se situent autour de 72 milliards. Le Niger a perdu 72 milliards au moins 5 fois. On a mis des commissions qui ont identifié les gens qui ont détourné cet argent. On a demandé à certains de rembourser. Mais faites-moi confiance, si je vous le dis, personne n'a remboursé. Et personne n'a été emprisonné. La commission Crime et Abus, à la suite de son travail, elle n'a fait emprisonner personne. Commission de délinquance, commission de moralisation, commission de ceci, rien. Il y a quelques milliards qui ont été peut-être remboursés, mais pratiquement pas grand-chose. Alors c'est devenu donc une sorte de culture, une sorte de tradition. Au Niger, on détourne l'argent de l'État. Et les gens qui détournent l'argent de l'État, ils deviennent aisés, ils deviennent riches. Face à cette horrible culture de vol de deniers publics, les citoyens soucieux de la marche des affaires de l'État ne sont pas indifférents. Beaucoup se demandent comment faire pour stopper ce vol à grande échelle. Comment faire pour réparer la morale tombée en panne? Il faut être sans pitié avec des gens qui détournent l'argent de l'État. Ce n'est pas normal. Je pose souvent la question suivante, même au président de la République. Je dis, mais la Haute Volta, si elle a changé de nom, après certainement consultation populaire, on a demandé aux Voltaïques, comment est-ce que votre pays va s'appeler? Donnez un nom africain. Ils ont dit, ils ont trouvé le nom de Burkina Faso. Burkina Faso, il paraît que en langue germane, comme en langue mossi, Burkina Faso, ça veut dire le pays des hommes intègres. C'est très bien. Mais aujourd'hui, si on vous demande quel nom on va donner au Niger, vous allez dire quoi?
les pays des hommes voleurs. Mais est-ce que c'est normal ça? Quand on était dans l'opposition avec lui, tout le monde sait que le président Issoufou a dit partout que lui, il est contre la corruption, il est contre le vol, il est contre les détournements de fonds, il est contre toute malversation. Et c'est pour cela que les Nigériens l'ont apprécié, ils l'ont aimé. Et nous tous, on l'a aimé. Ces gens-là, ils n'aiment pas Issoufou. Qu'ils soient du PNDS ou qu'ils soient de notre parti, quand on regarde de près cette affaire, qui c'est qui est trahi? Le pays est trahi, mais c'est surtout le président Issoufou qui est trahi. De toujours souhaiter à ce que justice soit faite. Que tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire, qu'ils soient ministres, qu'ils soient membres des cabinets des ministres, qu'ils soient fonctionnaires des ministères, qu'ils soient commerçants ou qu'ils soient autre chose, il faut les sanctionner. Tous tant qu'ils sont. Même s'il faut les juger, les arrêter et même les pendre, il faut le faire. Moi, je suis leader du PNA Roma. Issoufou était leader du PNDS Taria. Et bien, même si je suis leader d'un parti différent de celui d'Issoufou, j'aime Issoufou plus que les gens qui sont dans son parti et qui sont des voleurs. Il n'y a pas de maladie sans remède. Le détournement du deniers publics est une maladie et le gouvernement peut envisager le remède suivant qui consistera à l'élaboration d'une loi qui viendra durcir au maximum les sanctions contre les détourneurs de deniers publics et cela sans aucune ségrégation. Docteur Elisabeth Chérif, bonsoir. Alors, comme première question, depuis la conférence nationale de 1990, l'ensemble de la classe politique nigérienne continue d'être secouée par des divergences. Alors, comment analysez-vous cette situation? Merci tout d'abord d'avoir bien voulu m'inviter sur ce plateau. Alors, oui, on peut dire qu'il y a un certain enlisement du jeu politique nigérien aujourd'hui. Mais avant cela, j'aimerais quand même dire que le Niger, c'est un pays où, au début des années 1990, fait quand même partie des rares pays africains subsahariens francophones à avoir connu une alternance. Une alternance donc au début des années 1990 et en même temps le Niger faisait partie des rares pays subsahariens francophones où on a vu l'ancien parti État revenir au pouvoir par la voie des urnes. Après il y avait eu le coup d'État de 1996 donc la tradition dans ces circonstances, c'est que le président évincé appelle d'une certaine manière la communauté internationale à sanctionner les régimes qui viennent de prendre le pouvoir en place. Et à l'époque, le président de la Troisième République ne l'a pas fait. Il a plutôt appelé pour que la communauté internationale, d'une certaine manière, ne délaisse pas le Niger. En 1999, dans une Afrique subsaharienne, surtout francophone, secouée un peu par les crises post-électorales, nous avons eu la chance au Niger d'avoir eu des élections qui n'ont non seulement pas été contestées, mais le perdant des élections, avant même la déclaration définitive des résultats, avait appelé le vainqueur pour le féliciter. En 2011, nous avons été un peu plus loin car le perdant des élections s'est même déplacé, comme de coutume dans nos traditions, pour féliciter son adversaire, le vainqueur des élections. En 2016, on va dire que le Niger a été très éprouvé du point de vue politique. Les circonstances d'organisation des élections de 2016 étaient d'une certaine manière porteuses des risques de violence post-électorale. Mais la sagesse d'une partie de la classe politique du Niger a fait en sorte que le Niger a tenu. En dépit du fait que le chef de file de l'opposition était en prison, avec une bonne partie de ses lieutenants, on n'a pas entendu un appel à la violence. C'était formidable. C'était une chance pour le pays. Donc, avant donc de développer la question de l'enlisement du jeu politique, j'aimerais quand même dire que nous avons connu des points positifs. Même si c'est vrai, aujourd'hui on se pose des questions, on a l'impression un peu de tourner en rond parce qu'il y a quand même une rupture de dialogue politique qui ne date pas d'hier.
qui remonte à 2013. Donc actuellement, l'opposition politique refuse de participer au processus devant aboutir aux élections de 2020-2021. Une rupture de dialogue s'est instaurée. Alors, est-ce que cela est profitable à notre démocratie? Absolument pas. Absolument pas. Quand il n'y a pas de communication entre les partis politiques, on n'a pas la possibilité d'amener ces partis politiques à se comprendre et surtout d'élaborer des règles consensuelles. Ce qu'il y a aujourd'hui au Niger, c'est qu'on se prépare à aller aux élections, mais avec un code électoral non consensuel. Alors, les conditions même d'acceptabilité des résultats des élections de part et d'autre ne sont pas réunies. À partir du moment où les règles du jeu ne sont pas acceptées par tous. Et nous vivons sur un continent où on voit les choses et parfois on a tendance un peu à fermer les yeux et faire comme si de rien n'était. Mais la situation politico-électorale nigérienne date depuis 2017. On peut rappeler que l'opposition n'a jamais pris place au sein de la CENI qui a été mise en place en novembre 2017. Donc voilà, ce n'est pas profitable pour la démocratie, ce n'est pas profitable pour la quiétude post-électorale, parce que le tout, ce n'est pas d'organiser des élections, mais la question que l'on se pose, c'est quelle est la qualité du personnel politique qui en sera issu et surtout quel climat ces élections vont instaurer sur la scène politique et dans le pays d'une manière générale. Ensuite, l'audit du ministère de la Défense a dévoilé des malversations qui ont été commises. Alors, selon vous, comment faire pour mettre fin à ce genre de pratiques dans notre pays? Si vous permettez, j'aimerais bien revenir sur la déclaration sur votre partie d'archives. J'ai bien écouté avec beaucoup d'intérêt le ministre Jacou comme d'habitude, mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal sur ce dossier. Il y a cette rigueur dans le discours, y compris émanant des tenants du pouvoir, mais on a comme l'impression qu'au fait, la rigueur de la loi aujourd'hui, elle semble s'appliquer sur ceux qui ont dénoncé la corruption sur ce dossier. Les leaders de la société civile, les acteurs de la société civile qui ont dénoncé cette corruption, ce sont plutôt eux qui sont en prison. Et je pense que le discours de la mouvance présidentielle, de certains de ses tenants, doit s'aligner un peu sur la réalité des faits. Se poser la question aujourd'hui de la détention de ces acteurs qui, comme certains membres de la mouvance présidentielle n'ont fait que déplorer un fait. Je rappellerai qu'aucun d'eux n'a appelé à prendre les auteurs de ces malversations. Comme on a entendu, voilà, le ministre de la Défense et le ministre conseiller, le ministre Jacou, appelé à aller jusqu'à des sanctions extrêmes. Et ils n'ont voulu que plutôt qu'il y ait des enquêtes, qu'il y ait un mécanisme beaucoup plus transparent et qui pourrait être dissuasif à l'interne. Et voilà, parce que vous savez, même dans les pays occidentaux où on a l'impression où il n'y a pas de corruption, c'est pas qu'il n'y a pas de corruption. Au fait, il y a juste des mécanismes de contrôle qui sont là. Et parmi ces mécanismes de contrôle, il y a un système qui fait en sorte que n'importe qui peut répondre à ces actes. On ne peut pas commettre un acte parce qu'on est bien placé à la tête de l'État ou bien parce qu'on a un parapluie à certains endroits de l'État et penser qu'on ne serait pas rattrapé par ces actes. Et c'est ça qu'il faudrait plutôt renforcer, peut-être dans la culture sociopolitique au Niger, ces mécanismes de contrôle qui font en sorte que n'importe qui peut et doit répondre de ces actes, quel que soit son statut. Et il faut surtout que la population soit aussi regardante vis-à-vis de la gestion des affaires publiques. Et il faut aussi interroger notre rapport à l'argent. Quand on fait de l'argent, un des principaux points de la reconnaissance sociale, on ouvre les voies à toutes les tentations. Les gens vont essayer un peu, pour être considérés socialement, d'aller un peu piocher, y compris dans les caisses de l'État. Il faudrait rompre avec ces pratiques.
Voilà. On a un peu, ces derniers temps, on entend un peu certains types de discours. Mais j'aimerais quand même rappeler que, au fait, dans la réalité, le vol n'est toujours pas permis dans la société nigérienne. Alors, il faut peut-être pas que la pratique de certains agents de l'État soit perçue comme si c'est une pratique assez courante au Niger. Non, le Niger ne peut pas être appelé un pays de voleurs dans la mesure où, au fait, nos populations se composent encore de gens qui tiennent à leur dignité, qui tiennent à leur honneur, qui vivent leur pauvreté mais dans la dignité, sans enfreindre la loi, sans aller voler, parce que le vol n'est pas permis dans nos traditions et c'est pas quelque chose de tolérable dans nos valeurs. Alors, le Niger compte plus de 140 partis politiques. Est-ce que notre démocratie a besoin d'une telle pléthore de partis pour se développer? Surtout que les Nigériens ont compris que maintenant le parti politique est utilisé comme tremplin pour se réaliser individuellement. Vous savez, le nombre de partis politiques soulève la question de l'expression pluraliste. Il est vrai qu'on a besoin que l'expression soit le plus représentée que possible. Mais en même temps, oui, vous avez effectivement raison, on se pose la question même de la motivation, des motivations qui amènent à certains acteurs à créer des partis politiques. Quel est l'engagement qui est derrière les créations des partis politiques? Quelle est la vocation au fait? Pourquoi est-ce qu'on crée un parti politique? Est-ce qu'on le crée juste pour avoir un portefeuille ministériel? Est-ce qu'on le fait juste pour contribuer au changement de la situation sociopolitique du pays? La question se pose. Parce que beaucoup de ces partis politiques, quand vous prenez les critères un peu qui définissent un parti politique d'une manière générale, beaucoup de ces partis politiques ne répondent pas à ces critères. Beaucoup de partis politiques, par exemple, ne sont pas des structures qui peuvent survivre à leurs fondateurs. Ce ne sont pas non plus des structures que l'on peut retrouver un peu partout sur l'espace territorial du Niger. Alors, en même temps, vous avez des partis qui n'ont aucune vocation pour l'exercice du pouvoir. On n'est pas dans la situation où, vous savez, il y a des partis du gouvernement et des partis qui n'aspirent pas à gouverner. Non, ce sont des partis qui ils sont là et puis à chaque fois qu'il y a des rendez-vous électoraux nationaux, la première chose qu'ils font savoir à l'opinion, c'est que nous ne présenterons pas à l'élection. Alors, la question se pose. La question se pose aussi du point de vue de la mobilisation, du point de vue de la formation de l'électorat. Toutes ces questions se posent. Alors, il est important peut-être de revoir le mécanisme aussi de la création des partis politiques. Parce qu'on a comme l'impression qu'au fait, on utilise les partis comme une certaine compétition du nombre. Chaque majorité qui vient trouve les moyens de créer des structures qui ne répondent vraiment pas, comme je l'ai dit, aux critères couramment utilisés pour définir un parti politique. Et on se retrouve plutôt avec non pas véritablement des partis politiques, mais des satellites des grands partis politiques. Il faudrait peut-être que l'on revoie cette situation. Du point de vue même du financement des partis politiques, il faudrait que l'État revoie un peu les conditions de ces créations des partis et surtout leur fonctionnement, mais plus important aussi, leur contribution dans le fonctionnement de la démocratie et dans l'émergence surtout d'une culture favorable à la cohésion sociale. Docteur Elisabeth Chérif, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. La suite de ce journal, l'école coranique Médersa Rahma a organisé aujourd'hui une fête pour célébrer ces 19 élèves qui ont mémorisé le Saint-Coran. Cette cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs invités s'est tenue à l'annexe ANPE de Yantala. Compte rendu Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Ils sont au total 19 apprenants, dont 9 femmes et 10 hommes, à mémoriser le Saint-Coran à la suite d'une bonne formation. Cet exploit réalisé par leurs élèves a amené l'école coranique dénommée Madrasa Rahama à organiser cette walima à leur honneur. On est venu pour exprimer notre joie parce qu'il y a un nombre important, jusqu'à un nombre de 19, qui ont descendu le Coran
Donc on est venu ici donc, pour exprimer notre joie par rapport à cette chance qu'ils ont eue d'avoir descendu le Coran. Ils ont pu lire le Coran donc, du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas un livre où, en lisant ces versets, ces contenus, on aura des récompenses à part le Coran. Même si c'est le livre islamique, on va en profiter de certains avantages, mais par sa lecture, on ne peut pas avoir récompense. Mais c'est le Coran qui a cet avantage. En le lisant, donc, on aura récompense. Comme ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc, tout celui qui a lu le Coran, à chaque lettre, il a Hassanat. Et Hassanat, c'est une grande récompense. Et donc, celui qui a lu un verset, vous voyez comment le nombre de récompenses qu'il va avoir, et celui qui a lu une sourate ou bien deux sourates. Cette cérémonie de concrétisation marque une étape importante dans la vie religieuse de ces apprenants. C'est une grande joie pour moi aujourd'hui, parce que c'est un don que Dieu m'a donné. Donc c'est pour cela qu'on a rassemblé la Houma Islamia de les montrer notre joie. Car avoir le savoir du Coran, de commencer le début dès Alifun jusqu'à Alif Lam à la fin du Coran, c'est une grande joie pour nous. Dieu nous a créé les êtres humains et les djinns pour ne rien du tout, pour qu'on lui puisse adorer. On puisse lui adorer. Là, je suis très contente, parce que je ne sais même pas comment le dire. L'avantage, c'est de donner le savoir que Dieu m'a donné à d'autres, aux petits qui se lèvent. Ce qui m'a poussé à venir, c'est de venir lire et d'attirer les autres femmes qui sont à la maison, de venir lire le Coran. Préparer l'au-delà, l'appel que je lance à toutes les femmes, quel que ce soit, ceux qui sont à la maison ou ceux qui partent au travail, de venir à l'école coranique. Créée en 2019, depuis sa création à nos jours, plus de 30 élèves ont mémorisé le livre saint. Madrasat Rahama compte aujourd'hui plus de 250 apprenants composés d'hommes, de femmes et même des enfants. Hier, au CCFN Jean Rouch de Niamey a été célébrée la journée Nelson Mandela avec la publication du rapport sur la situation des droits humains en milieu carcéral, compte rendu Abdelrazak Leyo et Aboubakar Solé. Cette cérémonie consacre la célébration de la journée Nelson Mandela, organisée par le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie. Entre autres objectifs, la publication de rapports sur la situation des droits humains en milieu carcéral en lien avec la radicalisation religieuse organisée par le dit collectif avec l'appui de l'ambassade de France au Niger à travers son dispositif Expression citoyenne. En novembre 2019, l'Assemblée générale des Nations unies déclarait le 18 juillet Journée internationale Nelson Mandela à l'honneur de la contribution apportée par l'ex-président sud-africain à la culture de la paix et de la liberté. La résolution A/RES/64/13 de l'Assemblée générale reconnaît les valeurs défendues par Nelson Mandela ainsi que son dévouement au service de l'humanité qu'il a manifesté par son action humanitaire dans le règlement des conflits armés, la réconciliation et la communication internationale, la promotion et la protection des droits de l'homme, de l'enfant et autres personnes vulnérables, l'égalité des sexes, le combat contre la pauvreté et la promotion de la justice sociale. Cette résolution reconnaît la contribution qu'il a apportée à la lutte contre la démocratie à l'échelle internationale et à la promotion d'une culture de paix dans le monde entier. C'est pourquoi, lors de la journée internationale Nelson Mandela, les organisations de la société civile du monde entier vous lancent un appel pour libérer les défenseurs des droits humains et les prisonniers de l'opinion en détention uniquement pour leur travail en faveur des droits humains, leur identité et pour l'expression pacifique de leur opinion.
À l'instar de Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison pour son opposition à l'apartheid, des milliers de défenseurs des droits humains et des prisonniers d'opinion sont injustement accusés et emprisonnés à travers le monde. Ils ont été emprisonnés pour avoir défendu les droits des femmes, des enfants, des populations indigènes et des communautés marginalisées, ou pour avoir dénoncé la corruption, la torture, les abus de pouvoir et autres violations des droits de l'homme. Nous sommes particulièrement préoccupés par le fait que les autorités dans de nombreux pays continuent de détenir des défenseurs des droits de l'homme et des prisonniers d'opinion pendant la pandémie de Covid-19. Nous félicitons le gouvernement du Niger d'avoir libéré des prisonniers dans le cadre de leur réponse à cette crise sanitaire sans précédent. Cependant, peu de défenseurs des droits de l'homme et des prisonniers d'opinion en ont bénéficié. Et il est maintenant plus que jamais urgent de les mettre en liberté. Il y a également des centaines de défenseurs des droits humains qui sont toujours en détention provisoire, en attente de procès et qui n'ont pas été inculpés ou qui n'ont pas été jugés. Lors de cette cérémonie, le public a eu droit à la parole, qui peut poser une question ou apporter un plus. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.